Ma copine m'a dit, je t'aime, mais je ne suis pas prête pour une vie de couple monotone. J'ai besoin de me sentir jeune et libre avant de me poser avec quelqu'un de stable comme toi. Alors je lui ai donné toute la liberté qu'elle voulait, pendant que je commençais une vie dans laquelle elle n'aurait plus jamais sa place. Ce qu'elle a fait ensuite. Je dois vous parler de la conversation qui a complètement changé ma vision des relations amoureuses. Je m'appelle Diego, j'ai 33 ans et je suis expert en sinistre pour une compagnie d'assurance ici à Madrid. Je vis dans un appartement convenable à Alhorn avec ma copine Valeria, 29 ans, assistante marketing dans une petite agence du centre-ville. On était ensemble depuis environ 2 ans, et on vivait ensemble depuis 8 mois, j'avais vraiment l'impression qu'on construisait quelque chose de solide. Vous savez, le genre de relation où l'on commence à parler de déménager dans un appartement plus grand, peut-être adopter un chien, planifier les vacances d'été à deux. Mais apparemment, alors que je faisais tranquillement des plans d'avenir, Valeria se sentait comme un oiseau en cage, désespérée de déployer ses ailes avant de se résigner à ce qu'elle percevait comme l'inévitable ennui de la vie adulte en couple. Tout a commencé par de petits commentaires que j'ai d'abord pris pour de simples frustrations de couple, des remarques sur notre routine. Comme le fait qu'on passait toujours nos vendredis soirs à regarder Netflix au lieu de sortir, ou qu'on était devenu trop prévisible et confortable. Elle faisait défiler Instagram, me montrait des photos de ses amis célibataires en soirée ou en week-end improvisé, poussait de longs soupirs et disait des choses comme « ça me manque de me sentir vivante » ou « depuis quand on est devenu aussi ennuyeux ». Je lui proposais d'aller danser ou de faire une petite escapade le temps d'un week-end, rien que tous les deux, mais elle rejetait ses idées d'un revers de main en disant que ce n'était pas pareil quand on est en couple, parce qu'on ne peut tout simplement pas ressentir ce frisson de rencontrer quelqu'un de nouveau ou de vivre des aventures inattendues. Ces plaintes se sont intensifiées au fil des semaines, devenant plus amères et plus fréquentes, jusqu'à ce qu'il semble que tout tournait autour de son sentiment d'être piégé dans notre quotidien. Elle s'agaçait même quand on faisait les courses ensemble, soupirait quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, et commençait à rentrer de plus en plus tard après des soirées avec ses collègues du marketing. Elle me racontait ensuite des anecdotes de flirt avec des inconnus dans des bars, en me disant combien c'était rafraîchissant de se sentir vu comme une personne à part entière, au lieu de simplement la moitié d'un couple. Sa sœur, Monica, infirmière et considérée comme la voix de la raison dans leur famille, a essayé de discuter avec elle autour d'un café. Elle lui a dit que ce complexe de l'herbe plus verte était assez courant, mais que jeter une relation stable pour courir après une illusion d'aventure menait souvent au regret. Valeria lui a répondu en l'accusant d'être jalouse, parce qu'elle était célibataire depuis des années et ne comprenait pas ce que c'était que de s'engager avec quelqu'un sans avoir d'abord vécu tout ce que la vie pouvait offrir. Le point de rupture est arrivé un mardi soir, fin mars. Je travaillais sur des dossiers de fraude à l'assurance particulièrement complexes en examinant des rapports médicaux et des dégâts matériels pour déterminer lesquels méritaient une enquête approfondie, quand Valeria s'est assise en face de moi, à la table de la cuisine, avec une expression si sérieuse que j'ai tout de suite senti mon estomac se nouer. « Diego, il faut qu'on ait une discussion honnête sur nous deux, dit-elle. J'ai fermé mon ordinateur portable, parce que rien de bon ne commence jamais avec cette phrase-là, et je lui ai accordé toute mon attention, me préparant mentalement à la bombe qu'elle allait lâcher. Elle a pris une grande inspiration et a entamé ce qui ressemblait à un discours soigneusement répété, me disant combien elle m'aimait et appréciait notre relation. Mais aussi qu'elle commençait à ressentir qu'elle n'avait jamais vraiment vécu sa vie de femme célibataire et indépendante. Qu'elle n'avait jamais eu ces histoires folles que ses amis racontaient. Qu'elle ne connaissait pas cette sensation grisante d'incertitude et de possibilité qu'offre la liberté. « Je t'aime, Diego, et je veux un avenir avec toi », dit-elle en prenant ma main. Mais j'ai besoin de me sentir jeune et sauvage avant de m'installer avec quelqu'un de stable comme toi. Le mot « stable » m'a frappé comme un coup de poing. Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire exactement, elle a poursuivi en disant que j'étais exactement le genre d'homme qu'elle voulait épouser un jour. Stable. Responsable. Bon avec l'argent. Le genre de mec qui ne disparaît pas, qui ne fait pas de drame, qui ne brise pas les cœurs. Mais que, pour vraiment apprécier tout ce que j'apportais, elle devait d'abord savoir ce que c'était que de fréquenter des hommes différents. Des hommes plus excitants, plus imprévisibles. Tu es quelqu'un de fiable et de stable, Diego. Exactement le genre d'homme que je voudrais quand je serai prête à être sérieuse, à penser au mariage, aux enfants, au crédit immobilier et à toutes ces choses d'adulte, m'a-t-elle expliqué, avec ce qu'elle pensait probablement être un sourire rassurant. Mais maintenant j'ai juste besoin de temps pour faire sortir certaines choses de ma tête.
Elle m'a parlé de son envie de voyager avec ses amis sans se sentir coupable, de danser avec d'autres hommes en boîte, de retrouver cette sensation de papillon dans le ventre, ce frisson, disait-elle, qui avait disparu de notre relation parce que tout entre nous était devenu trop prévisible, trop confortable. Quand je lui ai demandé ce que cela signifiait concrètement pour nous deux, elle a suggéré qu'on fasse une pause, pas une rupture définitive, s'est-elle empressée de préciser. Juste un temps, un espace temporaire pour qu'elle puisse se redécouvrir, comprendre qui elle est en dehors d'une relation, en dehors du rôle de moitié d'un couple. Et elle a été très claire, elle voulait faire ça en ayant la certitude rassurante que je serais encore là, à l'attendre, quand elle déciderait qu'elle était enfin prête à construire quelque chose de sérieux entre nous. Laisse-moi juste le temps de vivre tout ça, de l'évacuer, a-t-elle dit en serrant fort ma main, et ensuite on pourra bâtir quelque chose de vrai, de durable. Quelque chose que je saurais apprécier, parce que j'aurais connu ce qu'il y a d'autre dehors. Je suis resté là, assis, à regarder cette femme avec qui, dans ma tête, je choisissais déjà une bague de fiançailles. Cette femme que j'envisageais d'ajouter à ma mutuelle santé du travail. Et c'est là que j'ai compris, elle ne me voyait pas comme un partenaire de vie, mais comme un plan retraite. Quelque chose de solide et d'ennuyeux sur lequel elle pourrait se reposer une fois qu'elle aurait fini de s'amuser avec des options plus palpitantes. Et c'est là que j'ai surpris tout le monde, y compris moi-même, par ma réponse. Le lendemain matin, après que Valéria ait fait sa valise et soit partie s'installer chez sa sœur Monica pour quelques jours, pour prendre l'air, je me suis assis à cette même table de cuisine, un café à la main, et j'ai vraiment réfléchi à tout ce qu'elle avait dit. Pas à la partie où elle m'a traité de prévisible ou d'ennuyeux, mais à cette idée qu'il faut vivre certaines choses avant de pouvoir apprécier ce qu'on a. Et vous savez ce qui m'a frappé comme un éclair? Moi aussi, j'avais des choses que je devais vivre. Des rêves mis de côté, des expériences repoussées, parce que j'avais cru qu'être en couple signifiait enterrer ses ambitions personnelles jusqu'à la retraite. Alors quand Valéria m'a envoyé un message dans l'après-midi pour me demander si on pouvait établir quelques règles de base pour notre pause, sûrement en espérant que je propose des délais, des limites de contact, des accords, j'ai simplement répondu. Prends tout le temps qu'il te faut. Je vais faire pareil. Elle a probablement cru que je voulais dire que j'allais travailler sur moi, devenir le copain plus fun qu'elle espérait, peut-être prendre des cours de cuisine, apprendre la guitare, faire une bêtise pour l'impressionner quand elle reviendrait. Mais ce n'était pas mon plan. Pas du tout. Voyez-vous, travailler dans le domaine des sinistres d'assurance m'a appris une chose ou deux sur l'évaluation des risques. Et en analysant ma situation comme j'analyse une demande d'indemnisation compliquée, j'ai compris une chose limpide, attendre que quelqu'un décide si je mérite qu'on m'aime est l'investissement le plus risqué que je puisse faire. En une semaine, j'ai fait quelque chose qui peut sembler étrange, mais qui avait tout son sens pour moi. J'ai rejoint un groupe de soutien pour divorcés qui se réunissait le mardi soir dans un centre communautaire au centre de Madrid. Pas parce que j'étais divorcé, mais parce que ces gens avaient déjà vécu la fin d'une vie à deux. Ils avaient déjà dû se reconstruire. Et j'avais bien plus besoin de cette perspective-là que de conseils de couple ou de thérapie relationnelle. Le groupe était dirigé par un type nommé Carlos, 35 ans, père divorcé et consultant en affaires. Il avait une manière calme, directe et honnête de parler de la vie après les déceptions et ça m'a profondément touché. Lors de ma deuxième session, j'ai entendu Carlos dire au groupe. La plus grosse erreur que j'ai faite après mon divorce, c'est de rester assis à attendre que ma vie redémarre, alors qu'en réalité, elle avait déjà commencé au moment même où elle est partie. Cette phrase m'a frappé comme une révélation. J'ai compris que le départ de Valéria, même temporaire, n'était pas une pause dans notre histoire, c'était le début de quelque chose de nouveau. Carlos m'a initié à l'escalade. Une activité que j'avais toujours eu envie d'essayer, mais que je n'avais jamais osé, parce que Valéria trouvait ça trop dangereux, s'inquiétait des frais d'hôpital si jamais je me blessais. Et en tant qu'expert en sinistre, je comprenais parfaitement cette peur. Mais là, accroché au harnais de sécurité sur un mur d'escalade artificiel à Las Rosas, les muscles en feu et le cœur battant, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas senti depuis des mois. Je me suis senti vivant. Et pas parce que je voulais devenir quelqu'un d'autre pour la reconquérir. Mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, je faisais quelque chose pour moi. Je me suis aussi inscrit à des cours de salsa. En partie par ironie, puisque Valéria se plaignait sans cesse qu'on ne dansait jamais, mais surtout parce que j'avais toujours voulu apprendre, sans jamais avoir eu le courage de le proposer quand on était ensemble. L'instructrice, une femme nommée Carmen, donnait ses cours dans un petit studio près de la Puerta del Sol.
Elle me faisait danser avec une partenaire différente chaque semaine et j'ai découvert que j'avais vraiment le sens du rythme. Danser avec quelqu'un de nouveau à chaque séance était grisant, non pas par intérêt romantique, mais pour la pure joie du mouvement et de la musique. Pendant ce temps, Valeria postait des stories sur Instagram, depuis des soirées à Malazana et à Chuka. Toujours avec le même groupe d'amis célibataires. Toujours avec ce coach sportif nommé Brad, qui travaillait dans la même salle qu'elle. Il semblait incarner tout ce qu'elle pensait manquer dans notre relation, spontané, sûr de lui, le genre de mec qui propose des escapades de dernière minute à Tolède ou des week-ends à Barcelone, sans penser au budget, sans se soucier des congés. Mais ses publications avaient un goût de trop. Comme si elle essayait de se convaincre, autant que ses abonnés, qu'elle vivait la meilleure période de sa vie. Beaucoup de selfies où elle riait trop fort. Des légendes sur « vivre l'instant présent » qui sonnaient plus désespérées que sincères. Et voilà ce qui l'a vraiment dérangé. D'après Monica, sa sœur, qui m'appelait de temps en temps pour prendre de mes nouvelles, mon compte Instagram racontait une toute autre histoire que celle que Valeria s'attendait à voir. Au lieu d'un Diego déprimé, enfermé chez lui avec des plats à emporter, attendant son retour, mon profil montrait des sessions d'escalade avec mes amis du groupe de soutien, des vidéos de danse où j'avais clairement l'air de m'amuser, des randonnées dans la Sierra de Guadarrama le week-end, pile au moment où Valeria s'imaginait que je serais à la maison, à penser à elle. Elle me demande souvent pourquoi tu sembles si heureux sans elle, m'a confié Monica lors d'un appel. Et honnêtement, Diego, je crois qu'elle s'attendait à te voir bien plus abattu par tout ça. Mais la vérité, c'est que je n'étais pas abattu. J'étais libéré. Et c'est là que la réalité a commencé à frapper Valeria comme un train lancé à pleine vitesse. Environ 6 semaines après le début de sa phase sauvage, cette vie glamour de célibataire qu'elle avait tant idéalisée a commencé à perdre son éclat plus vite qu'un bijou bon marché. Brad, le coach de salle qui apparaissait tout le temps dans ses stories, s'est révélé être exactement ce qu'on attend d'un mec qui passe ses journées à s'admirer dans un miroir et à draguer tout ce qui bouge, charmant pendant les 2 premiers rendez-vous, puis rapidement distant. Aucun intérêt pour une vraie connexion émotionnelle ou pour une conversation digne de ce nom. Quand Valeria a tenté de lui proposer quelque chose de plus profond, comme visiter un musée ou dîner dans un endroit calme, sans musique à fond ni cocktail tape à accent grave, l'œil, Brad changeait de sujet. Parfois, il disait franchement, tu réfléchis trop, on devrait juste profiter, rester cool. Quant à ses amies de fête, qui paraissaient si libres et électrisantes quand Valeria les observait de l'extérieur de la vie de couple, elles se sont révélées épuisantes. Toujours à courir après le prochain bar, la prochaine soirée, la prochaine photo instagrammable. En quête de validation extérieure, tout en ignorant toute trace de satisfaction intérieure. C'étaient des femmes, la plupart entre 25 et 30 ans, coincées dans un état perpétuel d'euphorie fabriquée. Elles planifiaient des soirées toujours plus extravagantes, qui se terminaient inévitablement par l'une qui pleurait aux toilettes, une autre qui se disputait pour une bêtise, et toutes dépensaient de l'argent qu'elles n'avaient pas dans des fringues qu'elles ne porteraient qu'une fois, pour la fameuse photo. Valeria a commencé à ressentir le manque. Le manque du plaisir simple d'une soirée tranquille à la maison. Le manque de quelqu'un qui s'intéressait réellement aux petites histoires du quotidien. De quelqu'un qui ne la voyait pas comme une partenaire de fête, mais comme une femme, un être humain à part entière. Le charme d'être dragué par des inconnus, de se faire offrir des verres dans les bars et d'entendre des phrases de drague douteuses, a perdu toute sa magie. Parce qu'au final, presque toutes ces interactions étaient creuses, vite oubliées, sans aucune substance réelle. Naturellement, elle a recommencé à me contacter. Des tentatives discrètes, pour tester le terrain. Elle m'envoyait des messages anodins, me demandant comment j'allais. Faisait allusion à une blague entre nous. M'envoyait des photos d'endroits qu'on avait visités ensemble, avec des légendes du genre. Tu te souviens quand on était venu ici? Mais voilà ce qu'elle ne s'attendait pas à découvrir. J'étais vraiment occupé. Je n'étais pas un petit chien fidèle, assis sur le tapis, attendant des miettes d'attention. Et puis, un vendredi soir, elle m'a envoyé un message. Tu veux qu'on prenne un café et qu'on discute un peu? À ce moment-là, j'étais littéralement en train de préparer mon sac pour un week-end d'escalade à Paton de Arriba, avec mon nouveau groupe d'amis, des gens rencontrés dans les sessions de soutien et à la salle d'escalade. C'est là que Valeria a envoyé un message, suggérant qu'on regarde notre vieille série, ensemble un de ces jours. Un autre soir, elle m'a appelé un mardi, vers 22h, probablement en espérant me trouver seul, à la maison, prêt à écouter ses frustrations avec Brad.
Mais j'étais en train de dîner avec Carlos et d'autres gars du groupe, on discutait des détails d'une randonnée dans les Pyrénées qu'on préparait depuis des mois. Ta voix a changé, a-t-elle remarqué lors d'un de ses appels. Il y avait de la confusion dans sa voix. Peut-être même une pointe de panique. Tu as l'air plus heureux. Tu vois quelqu'un? La question m'a pris de court. Oui, j'avais eu quelques rendez-vous, café, dîner, avec des femmes que j'avais rencontrées dans mes nouveaux cercles. Mais ce n'était pas pour remplacer Valéria. Ni pour prouver quoi que ce soit. C'était pour découvrir qui j'étais quand je ne passais pas mon temps à gérer les insécurités de quelqu'un d'autre. Je vis juste ma vie, Valéria, ai-je répondu. Et la simplicité de cette phrase l'a totalement déstabilisée. C'était comme si elle avait supposé que j'étais en pause, en attente, suspendu dans le temps, jusqu'à ce qu'elle finisse sa phase, sauvage, et revienne au centre de mon univers. Mais, et nous? A-t-elle demandé. Et j'ai presque entendu les rouages de son cerveau essayer de comprendre que je n'étais pas là, à l'attendre sagement comme un golden retriever fidèle. Que je n'avais pas gardé l'appartement intact, que je n'étais pas resté figé émotionnellement en attendant qu'elle décide que j'étais enfin, l'option stable. Les messages ont commencé à devenir plus fréquents. Et avec un ton, de plus en plus désespéré. Elle commençait à comprendre, lentement mais sûrement, que cette vie qu'elle avait quittée, la stabilité, le vrai partenariat, l'intimité d'être connu profondément n'était pas quelque chose qu'on peut mettre sur pause et reprendre quand ça nous arrange. Elle pensait que je resterais statique pendant qu'elle expérimentait le dynamisme du monde extérieur. Mais elle a découvert que c'est moi qui étais devenu le dynamique, tandis que sa quête la laissait de plus en plus vide et déconnectée. Quelques mois ont passé. Un jeudi soir de septembre, Valéria m'a appelé avec cette voix que je connais trop bien, ce ton de quelqu'un qui a pris une décision et s'attend à ce que le monde s'ajuste autour. Elle voulait dîner avec moi. Elle avait quelque chose d'important à me dire. J'ai accepté. Par curiosité. Et parce que, honnêtement, il n'y avait plus ni colère ni rancune en moi. Juste une vraie paix intérieure. Celle de quelqu'un qui a tourné la page. On s'est retrouvés dans un petit resto à Malazana. Quand elle est entrée, je l'ai tout de suite remarqué, ce n'était pas son physique, c'était son énergie. La femme aventurière et sûre d'elle qui, quelques mois plus tôt, était partie explorer ses options, semblait maintenant fatiguée, hésitante, peut-être même un peu brisée à l'intérieur. On a échangé des banalités pendant quelques minutes, mais je voyais bien qu'elle se préparait. Elle triturait la serviette, regardait les murs comme si elle cherchait la bonne phrase dans le menu. Puis elle a pris une grande inspiration et a commencé. Encore un discours bien répété. Elle a parlé de tout ce qu'elle avait appris sur elle-même pendant notre séparation. De combien cette phase avait été essentielle à son développement personnel. Mais qu'au final, elle avait compris que ce qu'on avait, nous, c'était rare, précieux, et que ça valait la peine de se battre pour le retrouver. Je suis prête maintenant, Diego, dit-elle en tendant la main au-dessus de la table pour toucher la mienne. Prête à être sérieuse. Prête à construire l'avenir dont on parlait tant. J'ai évacué toute cette énergie sauvage. Maintenant je peux vraiment apprécier tout ce que tu as à offrir. L'ironie ne m'a pas échappé. En gros, elle me demandait d'être reconnaissant qu'elle ait enfin compris que j'étais digne de son attention maintenant qu'elle avait vérifié par elle-même qu'il n'y avait rien de mieux dehors. Elle a parlé de l'épuisement de toujours être entourée de gens qui ne la connaissaient pas vraiment. De la superficialité de ses interactions. Du manque qu'elle ressentait de quelqu'un qui comprenait ses humeurs, ses manies, ses blagues internes sans avoir besoin d'explications. Tu as bien fait d'attendre, dit-elle, avec un sourire qui aurait peut-être fonctionné il y a 6 mois. Et maintenant, on peut reprendre là où on s'était arrêté, mais en mieux, dit-elle. Parce que maintenant, je sais ce que je veux. J'ai écouté toute sa tirade sans l'interrompre. J'ai regardé cette femme qui, un jour, avait été le centre de mon univers, essayer de récupérer une place qui, tout simplement, n'existait plus. Quand elle a fini de parler, je suis resté silencieux un long moment. Non pas parce que j'étais en train de réfléchir à son offre, mais parce que je réalisais à quel point je me sentais différent, assis là, face à elle. Valéria, ai-je dit enfin, calmement, je crois qu'il y a eu un malentendu. Je ne t'attendais pas. La confusion sur son visage était presque comique. Comme si je venais de lui dire que la gravité n'existait plus. Ou que le mardi avait été annulé. Comment ça, tu ne m'attendais pas? On avait convenu d'une pause, pour que je me retrouve. Et je me suis retrouvé. Je lui ai expliqué,
du mieux que je pouvais, avec douceur. Pour moi, une pause, c'était exactement ça, une pause. Pas un entracte avec banc de touche. Pas une période où je devais rester en retrait pendant qu'elle jouait le jeu, avec d'autres mecs. Je lui ai parlé de Carlos et du groupe de soutien. Des escalades et des cours de salsa. Des amis que je m'étais fait, de la confiance en moi que j'avais retrouvée, des femmes que j'avais rencontrées, et surtout de la femme avec qui j'étais aujourd'hui dans une relation sérieuse, Teresa, une consultante financière qui m'appréciait pour l'homme que je suis maintenant, et non comme une valeur refuge, après que les autres options aient échoué. Mais c'est toi que j'ai choisi. A-t-elle dit, et j'ai entendu le désespoir glisser dans sa voix, comme si elle voyait tout son plan s'écrouler sous ses yeux. J'aurais pu rester avec Brad, ou n'importe lequel de ces gars. Mais j'ai choisi de revenir vers toi. C'est là que j'ai compris qu'elle n'avait toujours pas saisi. Elle voyait encore notre relation comme un vêtement qu'on peut ranger au fond du placard et ressortir quand il fait froid. Elle me voyait encore comme sa police d'assurance émotionnelle, pas comme un être humain avec des désirs, une volonté, des choix. Tu ne m'as pas choisi il y a 6 mois, ai-je dit, calme mais ferme. Tu as choisi d'explorer tes options, et tu m'as gardé de côté comme plan de secours. Je lui ai expliqué que cette expérience m'avait appris une leçon précieuse, la différence entre être le filet de sécurité de quelqu'un, et être vraiment aimé pour ce que l'on est, ici et maintenant. J'ai appris à me valoriser suffisamment pour vouloir être avec quelqu'un qui me choisit en premier. Pas après que le reste du monde est déçu. La femme assise en face de moi n'était plus la Valeria dont j'étais tombé amoureux 2 ans plus tôt. Mais pour être juste, moi non plus je n'étais plus le même Diego. Aujourd'hui, j'étais devenu un homme qui comprend que le véritable amour ne traite personne comme une retraite émotionnelle. Quelqu'un qui mérite d'être choisi, pas simplement accepté. D'être une priorité, pas une option de secours. Quand nous sommes sortis du restaurant ce soir-là, Valeria avait ce regard vide, celui de quelqu'un qui pensait retrouver une pièce familière, et découvre que tout a été complètement réaménagé. Elle avait misé notre relation sur la certitude que je serais toujours là à l'attendre. Mais elle a tout perdu quand elle a découvert que, pendant qu'elle se retrouvait. Moi, je devenais un homme qui ne serait plus jamais le second choix de personne. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, Valeria, elle est partie découvrir le monde, flirter à gauche à droite et vivre des aventures palpitantes, et quand elle a réalisé que la vraie vie, c'est pas une pub de parfum, elle a voulu revenir vers la stabilité, pensant que Diego l'attendait sagement plié dans un tiroir. Dommage, il a évolué, et elle a épuisé son stock d'options. Prochaine escale, thérapie du jeudi, thème à assumer ses décisions foireuses.